Bonjour, bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé donc par la Chambre de commerce et industrie Grand Est en partenariat avec Climaction, donc à savoir l'ADEME et la région Grand Est. Donc ce matin, on se retrouve donc pour un webinaire sur les logiciels d'éco-conception. Et là en particulier, on va regarder ce matin comment bien utiliser le logiciel d'éco-conception EcoDesign Studio et ses nouveautés 2023. Voilà, donc ce webinaire, il va particulièrement vous aider si voilà, dans votre entreprise, vous-même, vous commencez à vous intéresser à ce sujet de l'éco-conception. Et voilà, et donc après, je dirais, ça peut vous toucher, on va dire, quelle que soit votre fonction. Vous pouvez être dirigeant, dirigeante, bureau d'études, marketing, R&D. Voilà, donc ce sujet, si l'éco-conception vous intéresse, eh bien, c'est intéressant pour vous de vous pencher sur cette question des logiciels. Euh, Donc, je me présente, donc moi c'est Ronan Sebilo, donc je suis conseiller d'entreprise économie circulaire, déchets, éco-conception, chambre de commerce et industrie Grand Est. Et voilà, donc je suis également référent éco-conception pour la CCI Grand Est sur ce sujet. Et donc j'ai le plaisir d'animer ce webinaire ce matin. Voilà, donc je travaille au sein d'une équipe à l'échelle du Grand Est. Et donc nous avons également Christelle qui est là aussi ce matin, voilà pour on va dire, m'aider, on va dire, pour la gestion de ce webinaire. Et donc voilà, donc là vous avez les coordonnées de toute l'équipe CCI sur le sujet de l'énergie, de l'économie circulaire et de l'adaptation au changement climatique. Et donc ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Joanne, je te laisse te présenter. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc merci Ronan. Donc Guillaume Joanne, cofondateur d'Altermaker, éditeur de solutions logicielles et notamment de la solution EcoDesign Studio que j'aurai le plaisir de vous présenter ou représenter tout à l'heure. Ouais. Et du coup, tu es basé à Et je suis basé à Troyes, effectivement, voilà. dans la Et région moi, Grand Est. et moi, je suis à Strasbourg, donc vive le numérique, ça permet de voyager C'est ça. tout en restant sur place. Euh, alors, vraiment, par rapport à ce sujet, ce qu'on vous propose, c'est de vraiment travailler sur cette question qui est, d'un côté, vous avez l'objectif de développer une démarche d'éco-conception. On va parler de boucle d'éco-conception comme on peut parler de boucle d'amélioration continue en entreprise. Et la question qui se pose, c'est ça va vous amener à avoir des besoins pour développer votre démarche d'éco-conception. Et en face de ces besoins que vous avez différentes offres de solutions logicielles d'éco-conception. Et l'un des objectifs avec ce webinaire, ce sera vraiment de vous permettre de réfléchir, vous interroger sur finalement c'est quoi mes besoins par rapport à ma démarche d'éco-conception, en vous mettant finalement dans une logique d'achat, n'est-ce pas? Donc Christelle, en tant que référente sur les achats durables, faire un achat efficace, c'est d'abord connaître ses besoins. Connaître vos besoins, ça veut dire savoir dans votre démarche d'éco-conception de quoi vous avez besoin. Et en effet, si l'éco-conception, c'est une démarche qui est nouvelle pour vous, ça peut être difficile pour vous de définir quels sont les besoins que vous aurez dans votre démarche d'éco-conception et en fonction de ces besoins, quel logiciel serait adapté. Alors, voilà, ce webinaire, il va vous intéresser si vous avez un profil d'entreprise, je dirais, vous êtes nouveau sur une démarche d'éco-conception, mais on va dire, voilà, la partie nouveauté 2023 vous intéressera si vous êtes déjà un peu plus expert sur le sujet. Et justement, on va pouvoir voir, voilà, donc connaître ses besoins dans le cadre d'une première démarche d'éco-conception et vérifier que l'outil d'éco-conception y répond. Et on va commencer justement par un petit sondage, voilà, pour aussi mieux cerner qui vous êtes. On vous propose de répondre à ce sondage flash. Voilà, voilà. Par rapport à l'éco-conception, quel est votre niveau, hein, voilà, vous découvrez le sujet, ou vous connaissez le sujet, ou vous connaissez ce sujet et vous avez la possibilité de l'appliquer en entreprise depuis moins d'un an, ou vous connaissez ce sujet et vous l'appliquez déjà depuis plus qu'un an. Donc voilà, on vous laisse répondre et puis on va partager le résultat. Voilà, encore quelques secondes. Voilà, donc on va clôturer le sondage.
Et voilà, donc là normalement le sondage s'affiche. Et donc vous êtes 8% à découvrir complètement le sujet de l'éco-conception, 47% à connaître ce sujet de l'éco-conception, 25% à le connaître et à le mettre en œuvre depuis moins d'1 an, et 20% à le connaître et à le mettre en place depuis plus d'1 an. Donc voilà, donc vous êtes, on va dire, à peu près 80, 70%, voilà, dans ce profil. Voilà, vous connaissez l'éco-conception, mais vous n'avez pas non plus 10 ans d'expérience. Et puis un autre sondage aussi plus spécifique maintenant à cette notion de logiciel d'éco-conception par rapport à ce sujet des logiciels. Voilà, est-ce que voilà, vous avez de l'expérience, mais voilà, premier niveau, ou vous connaissez ce type d'outils, mais vous les avez pas forcément utilisés, ou vous les connaissez, vous les utilisez déjà depuis moins d'1 an, ou vous les connaissez et vous les utilisez depuis plus d'1 an. Ok, très bien. Je vais clôturer le sondage. Voilà, donc vous êtes 35%, on va dire 60%, 65% à vraiment être sur ces deux premiers niveaux. Vous n'avez pas d'expérience ou vous connaissez ce type d'outil, mais vous ne l'avez pas forcément utilisé. Et puis vous êtes 21% à le connaître et à l'utiliser, et puis 15% à le connaître et utiliser depuis plus d'1 an. Donc vous êtes les experts ce matin. Ok, très bien. Alors, par rapport à cet échange, justement, c'est intéressant, comme je vous le disais, de bien avoir en tête ce processus d'éco-conception. Et finalement, à chaque étape de la boucle d'éco-conception, vous avez des processus. Vous avez le processus d'évaluation en phase de diagnostic, le processus d'idéation qu'on va retrouver dans cette phase de mise en œuvre, et puis des processus de création de contenu, de communication dans une phase éco-communication. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir en tête ce schéma de la boucle d'éco-conception en 5 étapes. C'est celui sur lequel, je dirais, l'ADEME se base pour structurer les démarches d'éco-conception. Et on vous propose de commencer non pas par le premier processus d'évaluation, mais par le processus d'idéation. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le cœur du dispositif d'éco-conception, c'est là où ça se passe, c'est là où il y a vraiment potentiellement des... voilà, vous pouvez vraiment faire la différence pour développer des nouveaux produits ou services à plus faible impact environnemental. Donc, le cœur de l'éco-conception, voilà, cette phase d'idéation, vous êtes, admettons, pilote de votre démarche d'éco-conception, vous avez votre équipe projet, vous leur avez permis d'avoir en tête tous les prérequis, c'est-à-dire qu'ils connaissent les enjeux environnementaux, les enjeux stratégiques, les enjeux réglementaires, et vous allez les lancer dans une phase d'idéation, et le challenge, ce sera de retenir le top 5 des solutions de conception pour votre futur produit ou service. Donc voilà, donc vous allez faire suivre un processus d'idéation classique en 3 étapes, incubation, divergence, convergence. Et voilà, donc là, admettons, vous êtes une entreprise, vous travaillez dans le secteur de l'hygiène, et vous les faites travailler sur l'exemple d'une brosse à dents. Et manque de peau, votre équipe projet est particulièrement créative et va générer toute une série d'idées. Donc là, voilà, on les a classées selon les 8 axes d'éco-conception. Et voilà, votre équipe projet a imaginé plein de choses au niveau de l'emballage avec différents matériaux, au niveau des poils de la brosse à dents, du manche, de la tête, etc. Donc voilà, donc vous avez plein d'idées. Et finalement, vous avez retenu 3 idées intéressantes. Donc vous avez votre brosse à dents standard, donc elle est en polypropylène à usage unique. Vous avez imaginé une brosse à dents B, qui sera plutôt en PLA, acide polylactique, biosourcé. Une brosse à dents C, un manche en bois réutilisable, et puis l'embout est à usage unique. Et puis une brosse à dents D en plastique, mais vraiment il n'y a vraiment que la tête qui sera à usage unique, avec différentes durées de vie, on ne va pas rentrer dans le détail. Vous, en tant que pilote, à un moment donné, ok, c'est bien, vous avez votre équipe projet qui a généré plein d'idées, maintenant vous êtes dans la phase de sélection, et vous allez devoir coter ces idées de conception, et vous allez pouvoir le faire selon un tableau de ce type. Vous allez donner une note de 1 à 4. Est-ce que ce projet, techniquement, on peut le faire? Est-ce que économiquement, il est intéressant?
Également, est-ce que du point de vue de la stratégie de développement de l'entreprise, c'est quelque chose qui permet de marquer des points? Mais il y a aussi la question de l'environnement. Et du coup, entre la brosse à dents A, B, C et D, c'est quoi la mieux? Sachant que là, votre équipe projet a à la fois proposé des nouveaux matériaux et puis des durées de vie variées. Bah là, vous ne pourrez pas avancer sans avoir un début d'évaluation environnementale. Et c'est là où vous allez commencer à avoir des besoins. Dans cette phase d'idéation, vous allez potentiellement avoir plein de projets à simuler. Et voici les premiers besoins qui apparaissent sur cette phase idéation. L'outil doit permettre de créer facilement différentes versions de produits. L'outil doit aussi permettre de comparer rapidement ces différentes versions de produits. OK. Et ensuite, puisque vous êtes dans une équipe projet, l'outil doit permettre de partager facilement les résultats en interne, voire en externe. Alors en externe, voilà, c'est si vous faites aussi le choix de vous faire accompagner par un consultant ACV ou éco-conception. Voilà, c'est aussi important qu'il puisse aussi voir ce que vous avez fait pour amener de l'optimisation. À l'inverse, si le logiciel que vous prenez ne répond pas à ces besoins, qu'est-ce qui va se passer? Bah, le logiciel ne répond pas à ce besoin, du coup ça crée une nouvelle version produit, ça prend un temps important. Donc je vais dire à mon équipe projet, j'ai modélisé la brosse à dents B, mais la C et la D, je ne sais pas si j'aurai le temps parce que ça prend un temps fou de modéliser une nouvelle version. Si le logiciel ne permet pas de comparer les différentes versions, bah, je ne vais pas forcément vous aider à faire ressortir quelle est la version produit qui a un impact environnemental optimisé. Et puis si partager l'information n'est pas possible, vous allez vous retrouver peut-être à partager des fichiers Excel ou des impressions écran. Enfin, oui, là, en mode équipe projet, ça, quand on a du mal à partager les documents de travail, ça devient vite compliqué de travailler en équipe. Et donc voilà, donc bah, du coup, question par rapport à EcoDesign Studio, par rapport à ses besoins, qu'est-ce que permet EcoDesign Studio? Alors, hop, partager. Hop, est-ce que c'est bon? Oui. Donc, parfait. Donc, merci Ronan. Donc, effectivement, dans EcoDesign Studio, donc on est sur un outil en ligne. Alors, juste Ce qui, un instant, c'est que là, on oui, a un partage de ton agenda Teams. ah, Donc peut-être tu es c'est sur une embêtant. double. Je, Voilà. j'avais demandé, merci. Voilà, si tu es sur une double fenêtre, Mais là, a pourtant, priori. ah oui, voilà, c'est mieux. Voilà, là c'est bon. C'est mieux. Pourtant, j'avais paramétré, mais entre les deux partages, évidemment, ils rechangent. Bref, donc, je suis donc sur EcoDesign Studio avec, comme je le disais, un logiciel en ligne, une solution en ligne, ce qui me permet sur ma brosse à dents, une fois que je l'ai modélisée une première fois, on pourra en reparler dans la deuxième étape, de partager cette modélisation avec différentes personnes dans mon équipe ou extérieures à mon équipe, mais qui sont autorisées dans ma licence. De façon très simple, ici, je vais pouvoir rajouter, par exemple, l'accès à Mariana au projet. Et donc, automatiquement, elle va pouvoir visualiser, ajouter des commentaires, ajouter un certain nombre de choses dans la modélisation. Donc, on a cette capacité, grâce au web, hein, finalement, grâce à cette gestion des partages, de partager des informations au sein de l'équipe. On a modélisé la première brosse à dents, j'y reviendrai tout à l'heure dessus. Et là, finalement, on est dans cette phase d'idéation. Et donc, bon, j'ai déjà modélisé différents concepts, mais on va créer ensemble le concept B, celui en PLA. Donc, très concrètement et très facilement, je vais pouvoir ici donc créer un nouveau concept, copier mon produit de départ ou copier un autre de mes concepts ou partir de rien. Donc, finalement, je vais gagner du temps ici en copiant mon produit de départ. Je vais retrouver toute ma modélisation, tout mon cycle de vie. La différence entre le concept A et le concept B est uniquement la matière du manche. Donc ici, je vais aller modifier la matière de mon manche et je vais le mettre en PLA avec la même masse. Et donc voilà, donc là, automatiquement, finalement, j'ai gardé tous les autres éléments d'approvisionnement, de fin de vie, etc. Et j'ai changé une matière pour passer du polypropylène au PLA, ce qui me permet d'avoir des résultats. On y reviendra dessus sur les résultats d'analyse
de mon produit en tant que tel, mais également très facilement d'aller dans la partie comparaison pour pouvoir comparer mon produit de départ avec, par exemple, le concept en PLA en cours. Alors, hop là, et donc je vais aller pouvoir changer. Donc, je veux comparer mon produit de départ avec mon PLA. Je vais juste enlever les autres pour l'instant. Je renseigne, je compare un pour un. Et donc, on voit ici très rapidement que sur un certain nombre d'indicateurs, on pourra revenir dessus. Eh ben, passer sur du PLA, c'est pas forcément une bonne idée. C'est intéressant sur évidemment les ressources fossiles, puisqu'on transfère d'une ressource fossile par une ressource renouvelable, mais on a d'autres indicateurs et d'autres impacts associés. Et donc, ça ne semble pas être tant que ça une bonne idée. Et donc oui, donc c'est vrai que c'est là cette fonctionnalité, elle est vraiment, très intéressante parce que encore une fois, voilà, dites-vous que en tant que pilote, si vous dites à votre équipe projet: «Soyez créatifs», voilà, il y a une possibilité qu'on vous propose plein de solutions d'éco-conception. Alors vous n'allez pas forcément toutes les modéliser, mais assez rapidement, on va vous proposer des choses assez différentes. Je vais modifier des fournisseurs, la logistique, je vais modifier l'emballage, et cetera. Mais si vous, après, à votre niveau, pour remodéliser une nouvelle version, vous devez repartir de zéro, tout remodéliser, assez rapidement, vous allez vous dire, bon, écoutez, c'est bien, mais en fait, on va pas non plus passer notre temps à modéliser. Donc là, vous avez vraiment des fonctionnalités très intéressantes qui permettent comme ça d'aller gagner du temps. Sachant que là, on a modifié une matière, mais dans les phases d'idéation, on peut tout à fait modifier un lieu d'approvisionnement, des données sur l'utilisation, sur la fin de vie. Donc, on change Mhm. effectivement ce qu'on veut derrière. Et aujourd'hui, on peut comparer jusqu'à combien de projets en même temps? Jusqu'à 6 projets en parallèle, Mhm. en exportant également dans Excel ensuite, si on veut les archiver ou en PDF pour en Mhm. faire des rapports. Et ça, du coup, je crois que c'est déjà une évolution récente de pouvoir monter jusqu'à 6. Ça, tout à fait. Dans la partie comparaison ici, l'année dernière, on était sur uniquement un projet de départ et un concept, et on n'était que 2 à 2. Mhm. Ça fait partie des Donc ça, voilà. évolutions. Donc ça finalement, ce développement, vous l'avez fait parce que c'était aussi un retour de vos clients. Donc voilà. Vous voyez vraiment, on est au cœur du sujet de l'éco-conception et finalement, vous allez avoir un besoin de pouvoir multiplier des comparaisons pour avancer à tâtons et se dire, ah oui, tiens, finalement, ça, c'est un vrai axe d'éco-conception. Alors bien sûr, là, encore une fois, ne perdez pas de vue que dans cette phase d'idéation, on va dire, on est dans du travail en interne dans l'entreprise. Donc on va pas non plus être dans une, comment dire, dans une étape où l'évaluation devra être très 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 précise et détaillée, parce que là, vous faites du travail en interne. Et donc vous pouvez vous permettre de travailler avec des données qui vont être grossières, donc il y aura des marges d'erreur, etc. Mais voilà, mais là au moins vous n'êtes pas frustré, vous pouvez gagner du temps pour modéliser différentes versions proposées par votre équipe projet. Donc, OK, super. Donc, ça, c'est voilà vraiment particulièrement intéressant. Après, je reviens par rapport au partage de projets. Ça, c'est possible de partager avec des personnes en externe également. Oui, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, par exemple, dans l'action collective Making Durable, les entreprises peuvent partager avec Charline et l'équipe d'Amulis les projets qu'elles souhaitent. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ça se gère au projet. Donc, une entreprise peut partager avec un cabinet conseil certains projets, garder les autres en interne. Et ça se décide vraiment au niveau de chaque projet. Mmh. Donc ça, voilà, à nouveau, ça, c'est ce côté collaboratif. Et voilà, de ne pas perdre de vue, l'éco-conception, c'est aussi avant tout une question de ressources humaines et de collaboration. Donc après voilà, donc pareil si vous êtes aussi dans des entreprises multisites, bah, ça répond aussi à ce besoin qui est, je sais pas, le marketing est à Paris ou le bureau d'études il est, à Lyon. Bah, voilà, là finalement vous pouvez, partager les projets, j'imagine qu'un collaborateur peut venir, peut reprendre une version, la modifier, la verrouiller, et Tout cetera. à fait, Mmh. tout à fait. OK, super. Donc ça voilà pour, cet exemple, pour ces 3 besoins, ces 3 fonctions. Et donc du coup, on va pouvoir avancer sur la suite. Alors justement, sur la suite, peut-être garde le partage d'écran. Alors c'est l'occasion, maintenant on peut passer à une phase de questions-réponses. Est-ce que du coup vous avez des questions? Si oui, vous pouvez utiliser le module questions qui est situé dans l'interface
GoToWebinar à droite. Donc voilà, je vois que vous avez déjà des premières questions. Hop. Alors est-ce que les slides seront partagés? Oui, alors vous aurez accès au replay et en effet au support en version PDF. Alors, question plutôt générale, voilà, est-ce que l'outil est adapté pour la conception d'installations type électrique? Oui, oui, tout à fait. Après, la question étant plus sur une question des bases de données qu'on abordera juste après, mais oui, on a des équipements électriques et électroniques qui sont modélisés dans le produit. Alors là, je vois qu'il y a pas mal de questions qui viennent pour la suite et qu'on va aborder juste après. Alors pareil, la question, est-ce que c'est adapté pour de la production, pour des produits chimiques? Donc là, je pense que c'est à peu près la même réponse. Alors, volontairement, je ne vais pas traiter vos questions parce que, alors, celles pour lesquelles je sais que la réponse va arriver juste après. Alors, tiens, question intéressante, c'est est-ce que le logiciel peut m'orienter sur des items à travailler pour éco-concevoir mon produit? Alors, on n'a pas encore d'orientation automatique. Par contre, en fait, le logiciel va permettre d'éclairer là où il y a les impacts. Je crois qu'on le voit après hein, sur les focus et comprendre l'origine des impacts. Et donc, ça permet déjà, voilà, le logiciel va vous permettre de mettre le doigt sur ce qui fait mal, je dirais. Mais après, la réponse dépend d'un certain nombre de facteurs, du type de produit, du contexte, du marché, de plein de choses. Donc, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas d'orientation automatique. Ok, très bien. Alors merci pour vos questions. Du coup, on les garde bien au chaud et je reviendrai dessus quand on va aborder justement la suite. Peut-être je regarde les dernières questions. Alors tiens, justement, une question experte. Alors, à part l'architecture du logiciel, en quoi EcoDesign Studio se distingue des autres logiciels comme OpenLCA ou CimaPro? Ah, Vaste sujet. On se la garde peut-être pour après oui, qu'on alors ait voilà, vu les autres fonctions, mais c'est une vraie question, une vraie bonne là question. forcément, voilà, ça va revenir à, je dirais, à toute la liste des fonctions qui vont pouvoir, que vous allez avoir en tant que client et en quoi le logiciel y répond. Alors passons sans tarder à la suite. Continuez à poser vos questions et on va les reposer juste après la séquence suivante. Voilà, je remonte mon écran et c'est reparti. Alors, là, il y avait aussi la question, la fameuse question du fichier Excel. Alors là, c'est plutôt, on va dire, voilà, un petit clin d'œil, parce que voilà, quand on manipule des bases de données, forcément le sujet du fichier Excel va arriver sur la table. Je dirais, en effet, des fois, peut-être l'utilisation d'un fichier Excel qui va vous permettre de faire la même chose qu'un logiciel d'évaluation environnementale, c'est-à-dire sélectionner des matières, sélectionner des quantités, pourrait être intéressant pour vous, mais dans une, comment dire, une majorité des cas, vous aurez plus quand même intérêt à avoir quand même comme socle d'outils un logiciel en ligne du type EcoDesign Studio ou un logiciel en dur sur un ordinateur. Pourquoi? Parce que c'est aussi quelque chose qu'on constate, c'est que des démarches d'éco-conception, des fois quand elles se développent, c'est de l'humain, c'est un collègue qui est en charge de la démarche, ou deux, et des fois la vie de l'entreprise fait que ce collaborateur quitte la société. Et ensuite, ça devient la course à où sont, ah oui, je sais qu'on a fait une évaluation environnementale il y a 3 ans, mais où retrouver cette information? Je ne sais pas. Alors bien sûr, si cette évaluation elle a été faite avec un expert sous la forme d'un logiciel, d'un fichier Excel, ce sera peut-être encore plus dur à retrouver que si c'est ah, il me semble qu'on a acheté une licence avec un logiciel, l'évaluation doit être dans ce logiciel, retrouvons le logiciel. Peut-être même, et Guillaume, pareil, je te pose peut-être une question
on va dire, sensible, c'est comment dire? Est-ce que si demain une entreprise te recontacte en te disant, bah voilà, le collaborateur qui avait en charge le projet a quitté la société, on croit savoir qu'on avait une licence chez vous. Est-ce que là, dans ce genre de situation, tu peux aider l'entreprise à retrouver ses petits ou c'est compliqué? Oui, en fait, quand une entreprise ne renouvelle pas sa licence, on échange avec elle et sauf indication contraire de sa part, on garde les projets pendant un an. Mmh. Après la clôture de licence. Donc évidemment, si elle nous demande de tout supprimer, on supprime, mais ça veut dire que pendant un an, elle a la capacité de réouvrir une licence ou de réexporter ses projets. On peut lui réexporter ses projets pour Mmh. voilà. Alors voilà, vous allez me dire ça c'est des contextes très spécifiques, mais pas tant que ça, parce que voilà, faut pas perdre de vue que l'éco-conception, ça reste quand même dans un certain nombre d'entreprises une démarche nouvelle, naissante, et la démarche elle peut se développer et s'arrêter, et donc voilà. Donc voilà, donc pour dire l'Excel forcément vous allez l'utiliser même avec, EcoDesign Studio, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même intéressant de vous dire la base de mon éco-conception pour la partie évaluation, je le fais avec un logiciel et se baser à 100 sur l'Excel, même s'il a été configuré par un expert, ce sera des fois intéressant, mais dans pas mal de cas, peut-être un peu risqué, en termes de durée de vie du projet. Alors maintenant, bah, revenons en effet à cette étape plus classique, le processus d'évaluation. Mais encore une fois, ce n'est qu'un prérequis pour faire cette partie mise en œuvre, idéation. Donc tout l'enjeu, c'est pas non plus de dépenser tout votre temps sur cette partie évaluation, mais elle est fondamentale. Un élément, quand vous découvrez cette démarche d'éco-conception et les logiciels, c'est qu'est-ce que c'est un logiciel d'évaluation environnementale d'éco-conception? C'est finalement un outil qui permet d'un côté d'associer de la donnée, donc c'est votre nomenclature de produits ou de services, et de le mixer avec des bases de données d'impact environnementaux. Donc vous, quand vous achetez votre logiciel d'évaluation, il est vide, c'est à vous de rentrer la donnée de vos produits dedans. Voilà, c'est normal, hein, si vous faites une brosse à dents, il y a pas, voilà, c'est à vous de dire il y a X grammes de nylon pour faire le poil de la brosse à dents. Et ensuite, c'est aussi à vous de dire je vais sélectionner une base de données que je vais utiliser dans le logiciel, et les deux vous permettent de sortir une évaluation environnementale. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'avoir en tête, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Le logiciel d'éco-conception, il est vide, il faut rentrer votre nomenclature produit et il faut également rentrer, entre guillemets, une base de données pour faire fonctionner tout cela. Alors justement, si je reprends ma première évaluation, brosse à dents A, comment ça va se passer pour faire votre première évaluation? Donc on revient en arrière. Avant de faire l'idéation, vous dites, OK, mon produit de référence qu'on produit aujourd'hui, c'est cette brosse à dents, polypropylène à usage unique. Je fais le diagnostic. Diagnostic, c'est-à-dire que je fais une première évaluation de mon produit. Eh bien, vous devez avoir différents éléments, mais également des éléments importants, c'est vous devez avoir des compétences en éco-conception. Et ça, on va dire, c'est pas le logiciel qui vous l'amène. C'est à vous de les avoir. Donc, après, c'est de l'éco-conception classique, mais voilà, il faut que vous sachiez définir une unité fonctionnelle, il faut que vous sachiez organiser une nomenclature produit sur toutes les étapes du cycle de vie et collecter les données. Donc c'est sûr que quand vous ne l'avez pas jamais fait, c'est une compétence que vous devez développer et acquérir. Et puis aussi, savoir choisir le bon niveau de détail en fonction de l'objectif. Donc là, je vais aller assez vite parce que là, c'est vraiment, on va dire, on pourrait y passer des heures. Mais voilà, donc voici les différentes étapes pour faire une évaluation environnementale. Si je prends l'exemple de la brosse à dents, qui peut être simple, voilà toutes les fournisseurs et tous les transporteurs que je pourrais identifier pour modéliser une simple brosse à dents. Donc là déjà, sur une brosse à dents c'est simple, mais en effet sur des produits plus complexes, vous imaginez que ça peut amener pas mal de travail. Pour faire votre nomenclature produit, il faut d'abord que vous ayez bien choisi votre unité fonctionnelle. Là, je vous renvoie à un webinaire que j'avais fait de présentation de l'outil gratuit ADEME Bilan Produit, où voilà, dans l'exemple fictif, je voulais comparer un produit d'emballage en polystyrène et un produit d'emballage en popcorn, et je faisais l'erreur de comparer 1 kg de polystyrène avec 1 kg de popcorn. Le résultat, c'était que quand je comparais 1 kg de polystyrène avec 1 kg de popcorn, bah c'est super, je démontrais que le popcorn était 4 fois moins impactant comme matériau de calage, mais en fait, en faisant ça, j'ai pris une mauvaise unité fonctionnelle. La fonction d'un matériau de calage, ça va être occuper des mètres cubes de vide.
Et là, quand je compare 1 mètre cube de polystyrène et 1 mètre cube de popcorn, eh ben, c'est le polystyrène qui est le plus optimisé. Et dernier point également, c'est aussi savoir choisir le bon niveau de détail en fonction de l'objectif. Si vous êtes à votre première évaluation et que votre produit il fait 4000 pièces, bah, il faudra aussi mettre en place des règles de coupure. C'est de dire, comme c'est ma première évaluation, je vais peut-être pas prendre en compte les pièces qui font moins de 5% en masse du produit, ou moins de 10% ou moins de 20%. Là, voilà, vous êtes dans une première évaluation grossière, vous devez optimiser votre temps. Donc tout ça, ce ne sont pas des choses que vous avez dans le logiciel, c'est à vous de les maîtriser. Et voilà, et ensuite vous allez avoir différents besoins. L'outil, le logiciel doit permettre de sélectionner la base de données d'impact, parce que ce n'est pas quelque chose qui est... c'est à vous de choisir la base de données. L'outil doit permettre de saisir facilement les données d'inventaire de cycle de vie. L'outil doit permettre de saisir un grand volume de données. Voilà, si je reviens, j'ai mon produit, il fait 2000 pièces, il faut que je puisse gagner du temps pour saisir cette donnée. Et à nouveau, je reviens sur cette notion de l'outil doit permettre à un expert de vérifier que la modélisation est faite selon les règles de l'art. Puisque si c'est votre première évaluation, vous n'allez peut-être pas avoir en tête toutes les bonnes pratiques pour modéliser. C'est important que vous le fassiez vous-même pour mettre la main à la pâte. Et à nouveau, c'est important que potentiellement un expert puisse vous faire, on va dire, un petit check-up de comment vous avez fait votre modélisation et puis est-ce que vous n'avez pas fait des erreurs sur lesquelles vous allez apprendre. Voilà, donc à nouveau, une liste de besoins, comment y répond Ecodesign Studio. Ah, par contre, Guillaume, je crois qu'on n'entend plus ton micro. Pardon, Ah oui, oui, tu étais j'étais en en muet. mute. Est-ce que c'est bon? Donc, Ah ouais, très bien. donc effectivement, pour répondre au premier point, c'est la question de la base de données. Globalement, une base de données en analyse du cycle de vie, c'est ce qui va, comme le disait Ronan, c'est ce qui va permettre de traduire une donnée physique, mon kilo de PLA, mon kilo de polypropylène, mon kilowattheure de consommation d'électricité ou même mon kilomètre de transport parcouru en camion, en une donnée toujours physique, mais d'impact environnemental. Mon kilo de polypropylène, il a tel impact potentiel sur le changement climatique. Donc ça, c'est vraiment cette question de la base de données. On a différentes bases de données disponibles globalement et donc dans Ecodesign Studio. Dans Ecodesign Studio, on a 3 bases de données à disposition. La première, qui est un fascicule de documentation créé par le CETIM avec l'AFNOR, donc le Centre technique des industries de la mécanique, qui est très spécialisé mécanique, FDE 01008. Donc voilà, qui est très très orienté mécanique. Je le mets un petit peu de côté. On a ensuite 2 bases de données généralistes. Une première qui s'appelle base impact, qui est la base de l'ADEME pour notamment l'affichage environnemental, qui va donc dans les prochains mois se transformer en base empreinte, mais qui contient donc environ 2000 données très orientées produits de grande consommation. Donc on y retrouve un petit peu de tout, pour faire simple. Et puis une deuxième base de données qui est payante, donc qui est en option dans le logiciel, qui s'appelle EcoInvent, qui est elle la base de référence en analyse du cycle de vie au niveau mondial, qui contient 10 fois plus de données, hein, puisqu'on est sur l'ordre de 20 000 données, et donc avec beaucoup plus de substances chimiques, de composants électriques, électroniques, de diversité de matières, de process, etc. Donc finalement, quand on va créer un nouveau projet, on va sélectionner dans quelle base on travaille. On pourrait autoriser toutes les bases. Techniquement, il n'y a pas de souci. Sauf que méthodologiquement, ces bases-là ont des hypothèses de création qui peuvent être différentes. Donc, on a fait ce choix de demander à l'utilisateur de se positionner finalement quelle base il veut utiliser. Donc, je vais pouvoir sélectionner la base que j'utilise quand je crée un projet. Sur un projet, ensuite, je vais pouvoir donc modéliser ma partie nomenclature et décrire le cycle de vie. Donc finalement, reprendre l'architecture montrée par Ronan, aussi bien en termes d'approvisionnement que de description du produit, dans une vision ici assez simple. Hein, mon produit a des sous-ensembles, mes sous-ensembles ont des composants, et chaque composant va avoir une quantité, une masse, et on va pouvoir associer aux composants une ou plusieurs matières et un ou plusieurs procédés. Typiquement ici, si je voulais passer d'un manche simplement en polypropylène, mais dans un manche plutôt bi-injecté avec une autre matière,
par exemple un élastomère, un petit peu de caoutchouc sur mon manche du NBR, je pourrais dire que mon manche, eh bien, il est à 20% en NBR, et je vais aller changer ma quantité de polypropylène ici pour le rentrer à 80%. Donc on est à 20% de NBR, 80% de polypropylène, les deux étant injectés ensemble, donc une injection. Donc voilà, vous voyez ici que très facilement, on va pouvoir rajouter des matières, rajouter des process de fabrication sur la nomenclature et décrire mes sous-ensembles et mes composants. Et sur cette nomenclature, on va pouvoir décrire tout le cycle de vie. Les différents transports d'approvisionnement, sur le schéma, toutes les boîtes de transport, la dizaine de transports sur chacun de mes composants ou de mes éléments amont, mes transports de distribution, du lieu de fabrication jusqu'à l'utilisateur, mes éventuels impacts à l'utilisation. Alors là, sur cette brosse à dents, on n'en a pas. Je vous montrerai juste après que sur les brosses à dents à tête rechargeable, finalement, à l'utilisation, on va racheter des recharges. Les éventuelles descriptions de la fin de vie avec la possibilité d'avoir un scénario par défaut ordures ménagères France. Donc ici, c'est le scénario que j'ai sélectionné pour, in fine, pouvoir avoir des résultats. Un point important, Ronan le disait, il faut aussi pouvoir modéliser rapidement et facilement. Donc on peut créer ici à partir de rien. Quand on crée des nouveaux composants, on peut facilement copier des composants existants, donc gagner du temps. Et puis, on a aussi cette possibilité d'exporter toute la nomenclature dans un fichier Excel et de la retravailler, de la réimporter différemment. Donc, on a aussi cette capacité de travailler dans Excel. Mais là, comme le disait Renan tout à l'heure, dans une logique temporaire, vraiment pour j'exporte de ma nomenclature, j'exporte de l'EM, ou ah, pardon. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Donc, oui, je disais, le fichier Excel, on peut très facilement donc exporter de ces logiciels de type ERP ou PLM, retravailler ou exporter une modélisation déjà faite, changer des matières, changer des process, changer des éléments et le réimporter pour créer des nouveaux produits. Donc, finalement, on a une multitude de possibilités de modélisation en copiant des produits existants avec Excel, en modélisant à partir de rien, pour s'adapter aux différentes manières de modéliser de chacune des entreprises. Et puis, donc ensuite, ça nous permet d'arriver sur la partie restitution et on va pouvoir donc identifier les différents impacts. Par exemple, ici, sur le changement climatique, la moitié de mes impacts de ma brosse à dents sont liés aux matières premières. Et si je clique dessus, c'est lié à mon composant manche. D'où, dans la phase d'idéation, l'intérêt de travailler sur d'autres manches ou sur allonger la durée de vie de ce manche. Et j'ai la vision par composant, mais je peux avoir la vision par matière, puisque mon manche, il est bimatière. On voit que ici, 23-24% des impacts totaux du produit sur le changement climatique sont liés au polypropylène du manche. Entendu. Donc, on va pouvoir... Attention, petit problème de micro, ça ne passait plus de mon côté. Alors, bon. Donc, vous avez vu les écrans, ouais, je ne sais pas ce qui passe ce matin. matin. Un petit problème de micro. Ouais. Mais, donc voilà, on va pouvoir... Un peu là. Bon, je continue et puis on verra si ça recoupe. Peut-être on va couper nos caméras. On va donc pouvoir identifier vraiment les hotspots pour répondre à la question de tout à l'heure, comprendre l'origine des impacts. Comprendre l'origine des impacts et identifier d'où viennent chacun des impacts et à partir de là, rechercher des pistes d'amélioration. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, sans problème. Très bien, alors a priori, c'est le problème plutôt vient de chez moi. Vient de chez toi. Ok, super. Donc c'est bon. Ouais, donc voilà, donc en effet, pour répondre à ces différentes fonctions,
Alors du coup, en effet, on va pouvoir peut-être reprendre les différentes questions. Alors une question justement, c'était alors est-ce qu'il faut suivre une formation pour utiliser EcoDesign Studio? Alors, oui, mais plus pour la méthodologie. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui connaît la méthodologie d'analyse du cycle de vie, qui a déjà, soit qu'on l'a déjà fait, soit qui a, voilà, avec un autre logiciel, peu importe, je dirais que l'expérience nous dit que 1 heure d'échange permet de connaître suffisamment l'utilisation du logiciel. Par contre, finalement, la vraie problématique, c'est la maîtrise de la démarche d'analyse du cycle de vie, quelles données utiliser, comment comprendre les résultats, etc. Et là, c'est plus une formation à l'analyse du cycle de vie ou à l'éco-conception. Voilà, donc c'est vrai que c'est voilà, c'est le logiciel, c'est une des briques de votre projet global d'éco-conception. Et donc voilà, il ne faut pas non plus, en effet, résumer l'éco-conception à j'utilise un logiciel d'éco-conception. Euh, alors justement, peut-être des questions qui reviennent également, c'est peut-être un peu en amont, c'était quelle est la complexité maximum que peut raisonnablement modéliser le logiciel? Une brosse à dents, une cafetière, un moteur électrique, un moteur d'avion, un avion? On a eu des projets avec des modélisations assez dans le détail de moteurs, de systèmes de traction de RER. Donc avec pas mal de pièces. On est avec un industriel sur des nomenclatures de plusieurs dizaines de milliers de lignes. En fait, voilà, il n'y a pas de, on peut facilement tout modéliser. La vraie question est plutôt qu'est-ce qu'il y a besoin de modéliser, ce que disait Renan tout à l'heure. Euh, Au moins, surtout dans cette phase de réflexion et avant idéation, il faut se focaliser sur les grands enjeux et pas passer trop de temps à modéliser la vis du composant qui fait 0,1 gramme dans un produit de 3 tonnes. Pour faciliter cette partie de modélisation multiniveau, ça me permet de faire le lien. On a la capacité finalement de modéliser des projets en tant que tels, donc des composants. Ici, par exemple, ma recharge, je l'ai modélisée en tant que telle et je l'ai appelée dans ma modélisation. C'est-à-dire que dans ma modélisation, je peux dire, je rajoute des composants déjà existants. Je vais ici très facilement appeler mes concepts et appeler mon composant. Et donc, je vais pouvoir dire, ma recharge de brosse à dents, j'en veux X dans mon produit. Et ainsi de suite. Et donc, finalement, on va pouvoir modéliser du multiniveau en créant des sous-ensembles. Il y a une personne qui crée un sous-ensemble, une autre personne qui crée un deuxième sous-ensemble. On additionne ces sous-ensembles dans un projet. Ce projet-là, on peut le remettre dans un troisième et ainsi de suite. Et donc, on peut en cascade modéliser une nomenclature très complexe tout en déléguant le travail à différentes personnes et tout en ayant la capacité d'aller dans le détail sur certains composants et très macro au global. Et à nouveau, oui, ce qui permet aussi de dire, bah tiens, on va travailler sur une variation sur tel sous-composant, et donc je vais pouvoir zoomer sur ce sous-composant, et une fois qu'il est modifié, je peux le réincorporer avec l'évaluation globale, et, et je m'y retrouve, quoi. Tout à fait. Alors question, peut-être sur les bases de données, comment modéliser un manche avec du polypropylène recyclé 50%? Alors, si les bases de données ont les données, en fait, c'est finalement la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure hein, sur un polypro avec, si je reviens ici, un polypro avec du caoutchouc. Ici, on aura du polypropylène et du polypropylène recyclé, 50-50, vu qu'on peut mettre les pourcentages. Ok. Question sur la base de données, quelle version d'EcoInvent est proposée dans l'option payante? Alors, on est sur la 3.8 et d'ici quelques semaines, normalement sur la 3.9 qui est sortie il y a 2 mois. 3.9.1 pour être exact. Donc la dernière Ok. version. Voilà. Alors après, je vois des questions qu'on va traiter peut-être plutôt Alors, après. Oui. juste pour repréciser hein, sur EcoInvent, puisque la question de la version, on est sur des EcoInvent à 3 types de bases. On a la cutoff, APOS et conséquentielle. On a le choix on a fait le choix ici de n'intégrer que la base cutoff, donc la base la plus utilisée hein, dans les analyses du cycle de vie.
Et dernière question, c'est peut-être à voir qu'est-ce que ça veut dire, mais est-ce qu'il existe un service d'aide pour retrouver toutes les fonctionnalités? Alors c'est quoi? C'est toutes les fonctionnalités d'EcoDesign Studio, je pense? Oui, alors on a évidemment un service support où quand les utilisateurs posent des questions, on leur répond en général dans l'heure ou dans les 2 ou 3 heures. Et puis là, on est en train de remettre à jour un certain nombre de vidéos qui présentent chacun des modules avec l'ensemble des fonctions associées à chacun des modules. OK. Très bien. Alors je vois que vous avez d'autres questions, mais elles vont finalement arriver juste après, enfin les réponses, je veux dire. Donc voilà, donc on a vu vraiment cette étape mise en œuvre. La problématique, c'est je fais de l'idéation, je dois modéliser rapidement plein de versions différentes. Diagnostic, voilà, je dois faire l'évaluation environnementale d'un produit de base et puis ensuite imaginer, préparer euh, la possibilité de modéliser différentes versions avec ce travail de sélectionner les bases de données, faire des ensembles, sous-ensembles qui vont permettre de naviguer assez rapidement, faire ce travail en amont pour préparer potentiellement un Excel ou CSV que je vais pouvoir importer pour gagner du temps. Et à la fin de la boucle d'éco-conception, même si c'est une question qu'on peut traiter en début de projet, vient les questions de communication, éco-communication, et donc là on va dire dans le processus de création d'un contenu de communication, et là à nouveau va apparaître des besoins, c'est l'outil doit permettre de calculer selon certains indicateurs en fonction des demandes clients ou référentiels. Voilà, on l'a déjà abordé, si je suis sur de l'affichage environnemental, j'ai déjà un cadre normatif qui existe, et on va me demander des indicateurs d'impact précis. Et autre besoin, c'est aussi voilà, comment l'outil peut permettre d'exporter facilement des résultats d'évaluation environnementale. Alors du coup, je te repasse la main. Donc effectivement, hein, on a parlé, enfin, voilà, j'ai déjà montré un petit peu les résultats. On affiche un certain nombre d'indicateurs, mais ces indicateurs sont paramétrables. En fonction des catégories de produits, en fonction des demandes clients, etc., on va pouvoir définir quels indicateurs on veut afficher. Parmi, donc là, Base Impact me met à disposition un certain nombre d'indicateurs, et Convent, j'en ai d'autres, j'en ai même un petit peu plus. Suivant la méthode EF 3.0, qui est la méthode recommandée par notamment l'Union européenne, et également d'autres méthodes à disposition. Donc on a cette capacité de changer finalement les indicateurs par catégorie de produits, par famille, etc. Donc ça, c'est le premier point pour s'adapter. Le deuxième point, c'est effectivement exporter les résultats. Donc on va pouvoir exporter les résultats chiffrés de chacun des éléments. Donc ici, je peux exporter les résultats dans un fichier Excel de mon ACV pour retrouver l'ensemble des informations, donc aussi bien les impacts totaux que la répartition dans chacune des étapes par chacun des composants. Donc on a vraiment tout le détail des résultats à disposition. Donc ça, c'est le premier niveau d'export. On a des exports évidemment dans la comparaison, et puis on a cette capacité d'exporter une fiche PDF qui va comparer le produit de départ. Donc je vais faire, c'est une analyse de mon projet. Je veux comparer avec mes différents concepts. Je vais comparer par exemple juste là, et je vais extraire un fichier PDF qui va me comparer mon produit de départ avec mes différents, hop là, donc ma brosse à dents, mon texte que j'ai renseigné, et ma comparaison avec les résultats détaillés de chacun des produits. Donc ça que je peux ensuite utiliser en interne pour alimenter ma partie suivi de projet. Voilà les quelques exemples, Ok, on en a d'autres, d'export et de choix d'indicateurs. ok. Et alors je vois forcément arrivent les questions sur voilà, est-ce que c'est possible de faire comment dire, comment faire pour réaliser une revue critique, Mmh. ou voilà, est-ce que c'est impossible, est-ce que ça permet de faire des ACV ISO? Alors c'est possible effectivement de faire des ACV ISO puisque
je veux dire, la norme sur l'analyse du cycle de vie, on la suit, il n'y a aucun souci. Les clients qui ont fait des revues critiques, alors déjà la revue critique, quand on le fait sur une analyse du cycle de vie, souvent c'est sur un rapport d'analyse du cycle de vie, donc c'est sur un rapport de plusieurs dizaines de pages, là qui n'est pas écrit automatiquement. Donc il y a ce travail-là. Par contre, vous pouvez tout à fait, dans le cadre de la revue critique, donner accès à la modélisation. Finalement, de la même manière qu'on le disait tout à l'heure, en donnant accès à la partie équipe à l'expert qui va intervenir et qui va pouvoir regarder votre modélisation. Si vous ne souhaitez pas lui donner un accès au logiciel, bah vous pouvez exporter la modélisation qu'on avait vue tout à l'heure, qu'on peut réimporter, la nomenclature, la distribution, etc., où on va retrouver toute la modélisation, toutes les données. Donc, c'est exactement ce qui a été modélisé. Donc, vous pouvez aussi tout simplement lui communiquer ce fichier Excel pour qu'il puisse vérifier la modélisation et les données sélectionnées. Donc, voilà. Donc, on peut tout à fait ouvrir l'accès à un tiers pour vérification ou lui communiquer l'ensemble des informations pour faire une revue critique. Ok, donc là voilà, mais là voilà, vous êtes déjà sur des questions experts. Voilà, le produire une ACV avec revue critique, c'est un cas de figure parmi d'autres. Je reviens à des questions du coup plus, on va dire, néophytes, c'est voilà sur voilà si j'ai un produit qui fait 300 pièces, est-ce que c'est possible de le modéliser? Et puis une deuxième question qui était comment modéliser la durée de vie du produit? Parce que là en effet on a vu qu'on était sur une brosse Oui, à dents qui tout a à fait. différentes Alors, durées de vie. donc on peut, alors pour répondre à la première question, oui, ici sur la partie nomenclature, on n'a pas de limite de sous-ensemble et de composants. Donc je peux avoir 10 composants dans un sous-ensemble, 30 sous-ensembles, donc au total 300 pièces. Enfin, voilà, il y a aucun souci à ce niveau-là. Tout dans une seule interface ou avec le système dont je parlais tout à l'heure de sous-composants projets en tant que tel et des briques qu'on assemble entre elles. Ensuite, sur la question de la durée de vie, finalement, donc là, ma brosse à dents ici, elle va durer 3 mois. Ma brosse à dents PLA va durer 3 mois. Les différents concepts abordés, par exemple, hein, le manche Polypro avec la tête réutilisable, l'hypothèse, c'est que ça dure 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'on a fait finalement? On a modélisé le manche complètement avec une tête, puisqu'on est parti du principe qu'il y avait une tête de vendu avec. La partie, d'ailleurs, on va mettre plutôt 2 têtes pour correspondre à la photo. Donc là, très facilement, je vais pouvoir changer ma quantité de composants. Donc ici, sur hop, et hop. Donc, j'ai 2 têtes, ce qui me fait 6 mois. Et ensuite, sur ma partie utilisation, j'ai rajouté ma recharge. Donc, le produit que j'avais modélisé en tant que tel, une recharge de 2 têtes, sur 2 ans, j'ai fait 6 mois. Donc, il me faut 3 recharges supplémentaires. Donc, on renseigne les quantités nécessaires par rapport à la durée de vie. C'est pour ça que je l'ai précisé dans le nom du concept pour garder trace de cette information-là. Donc là, finalement, j'ai modélisé mon produit sur ces 2 ans d'utilisation. Et donc, dans ma comparaison, je vais pouvoir comparer, ben, si je veux comparer, on l'a dit sur un an, 4 brosses à dents de départ, elles durent 3 mois, versus 0,5 brosse à dents qui dure 2 ans, ici. Et donc, je vais pouvoir ici comparer suivant ma même unité fonctionnelle qui est se laver les dents pendant un an. Donc, finalement, voilà, Ok. sur les différents usages, on va renseigner des consommations différentes lors de la phase d'utilisation et on va ensuite pondérer le produit par rapport à une durée dans la comparaison. Ok. Alors vous avez beaucoup de questions, on ne pourra pas y répondre à toutes, mais on va avancer vers la fin de ce webinaire avec la dernière partie qui est finalement bah voilà, des nouveautés. C'est quoi les nouveautés 2023? Et voilà, vous allez voir, ça va répondre à une liste de questions que vous avez pu poser. Alors, effectivement, Oui, alors rapidement, c'est que forcément, quand vous allez avancer dans le temps, à un moment donné, vous allez vouloir gagner du temps pour faire l'évaluation de plusieurs produits. Ça, c'est vraiment un cas qu'on rencontre. J'ai fait une première boucle d'éco-conception, j'ai modélisé 1, 2, 3 produits, et ensuite je me dis,
c'est utile pour ma démarche d'éco-conception, donc ça c'est bien à valider, d'étendre cette évaluation à plusieurs gammes de produits. Et puis aussi, la question, c'est l'outil doit me permettre de modéliser de manière plus fine des données spécifiques, voire même de créer des données, quoi. Tout à fait. Donc, le premier point, qui est pas très visuel, mais qui est important, c'est que là, dans la prochaine mise à jour de mars-avril, nous allons mettre à disposition des API pour se connecter au logiciel. Donc, concrètement, une API, c'est finalement une porte pour permettre de connecter le logiciel EcoDesign avec d'autres logiciels. L'idée étant de pouvoir finalement pousser, par exemple, de la nomenclature sans passer par cet intermédiaire qui est Excel, mais directement d'un logiciel de gestion des nomenclatures vers EcoDesign Studio. Et puis, dans l'autre sens, pouvoir extraire automatiquement depuis EcoDesign Studio des résultats, par exemple, sur l'ensemble des produits. De ce fait, finalement, EcoDesign Studio va travailler, entre guillemets, en arrière-plan, avec toujours cette capacité de rentrer dans les interfaces pour aller changer, modifier des choses, etc., mais va pouvoir être alimenté de façon automatique et extraire des résultats de façon automatique. Donc cette question des API, évidemment, c'est dans un second temps, c'est une fois qu'on a suffisamment d'expérience, mais va permettre et permet aujourd'hui à certains de nos clients en test de gagner beaucoup de temps dans la partie modélisation et extraction des résultats. Le deuxième point sur la question des données, alors je ne sais pas si, Ronan, tu peux me redonner la main peut-être. Hop là. On a donc dans le logiciel, on disait, on a des données, donc on a Base Impact, on a EcoInvent, et puis on a toujours un risque d'avoir des données qui ne sont pas dans les bases de données, ou d'avoir, là c'est pas forcément un risque, mais c'est un point positif, d'avoir des données spécifiques d'un fournisseur. Et donc, dans le logiciel, on a une interface de gestion des données qui nous permet, alors, au choix de créer une nouvelle donnée. Donc là, finalement, j'ai des données issues d'un fournisseur qui va me communiquer l'impact de telle matière. Donc, je vais pouvoir dire c'est le Polypro de chez Eastman, par exemple. Et voilà ses impacts. Donc là, je vais pouvoir renseigner directement les impacts. Et ça, on l'a finalement des déclarations produits, environnementales produits, ou des communications de nos clients, de nos fournisseurs sur des matières ou sur des consommations d'électricité, process, etc. Donc on a cette capacité de créer des nouvelles données. Ces nouvelles données vont apparaître dans les données disponibles pour toutes les personnes de l'organisation, et elles sont taguées de l'organisation, ce qui veut dire que ni nous ni un autre utilisateur ne peut les utiliser. Ça, évidemment, ça reste complètement privé. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et qui est lié aux API et qui est lié aux besoins de généralisation, c'est que, vous le voyez, les données, elles ont un nommage. Elles sont nommées d'une certaine façon dans Base Impact, elles sont nommées d'une autre façon dans EcoInvent, et ce n'est pas forcément la manière dont vous les travaillez, vous les utilisez dans vos processus ou dans vos autres logiciels. Donc, on a la capacité dans le logiciel finalement de renommer la donnée et de dire cette donnée-là, chez moi, elle s'appelle autrement. Elle s'appelle acier référence 58. En faisant ça, je garde évidemment la donnée de départ, mais surtout, je garde le lien entre l'acier référence 58 et la donnée que je viens de dupliquer. Donc nous, dès qu'on mettra à jour EcoInvent ou Base Impact, automatiquement, ces données-là seront mises à jour. Donc vous êtes sûr de garder le lien et pour garder les mises à jour, mais par contre, vous êtes sûr que quand vous utiliserez ce nom-là, aussi bien dans l'interface que dans l'Excel ou dans les API, alors automatiquement le logiciel saura quelle matière utiliser. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et on peut même aller un tout petit peu plus loin, puisque cet acier-là, je ne connais pas tous ses impacts, mais le fournisseur, il m'a dit qu'il est capable de me fournir l'impact sur le changement climatique, parce qu'il a fait du travail spécifique, et on est à 1.05. Et donc, automatiquement, si je modifie une donnée, ici le changement climatique, cette fois-ci, quand nous on mettra à jour la donnée initiale, toutes les données seront mises à jour, sauf la donnée changement climatique, et on avertira, attention, cette donnée-là, elle a été créée manuellement,
a été renseigné manuellement. Voilà la donnée mise à jour, donc vous pourrez repasser de l'une à l'autre, mais vous pourrez garder cette donnée de 1.05 parce que le fournisseur vous dira, bah non, j'ai pas amélioré mon process ou j'en suis toujours au même niveau. Et donc là, à nouveau, un point d'alerte, c'est que si vous vous retrouvez à faire ça, bah voilà, faudra toujours vous poser les questions. Je peux passer du temps pour faire de la donnée customisée, spécifique. Est-ce que c'est bien quelque chose qui est au bénéfice de ma démarche d'éco-conception? Voilà, ça c'est aussi toujours la question Et à se poser parce que voilà, bah, vous avez un crédit temps limité pour votre démarche d'éco-conception. Et en effet, si à un moment donné vous identifiez que c'est nécessaire d'aller plus loin sur une donnée, bah là en effet vous avez cette liberté. tout à fait. Le point clé qui est un investissement de départ, mais qui permet souvent de gagner du temps derrière, c'est d'identifier les matières les plus utilisées et de les renommer avec le vocabulaire de l'entreprise. Et comme ça, effectivement, c'est un investissement de départ, c'est évident, mais par contre, c'est un gain de temps par la suite, parce que c'est le vocabulaire utilisé, et donc il n'y a pas besoin à chaque fois de se re-questionner quelles données j'avais utilisées, être sûr, parce que notamment dans EcoInvent, on a plusieurs possibilités, être sûr qu'à chaque fois, on fasse les mêmes hypothèses, etc. Et donc ça assure une certaine robustesse sur la généralisation. Oui, Nicolas du bureau d'études, est-ce que tu peux me modéliser le sous-ensemble B? Ok, je vais le faire, et d'ailleurs, bah, les produits, enfin voilà, les matières, je retrouve les références qu'on a en interne, et je suis pas à chaque fois en train de me dire, mais ça veut dire quoi, Tout à fait. RER, 0,26, voilà. Ouais, donc donc voilà, c'est vrai que finalement, on passe toujours du temps sur cette notion de comment gagner du temps dans la gestion des données. Complètement. En tout cas, super, ben, merci pour tous ces éléments d'information. Le temps file, on va vraiment vous amener les derniers éléments d'information. Euh, En tout cas, voilà, vous aurez tout, on va dire, le replay et les supports de présentation qui vous seront transmis après. Donc voilà, donc en résumé, voilà, vous voyez, regardez, si on redécoupe tout ce qu'on a vu entre ces différentes étapes, voici toutes les questions que vous pourriez vous poser et vous permettre ensuite de dire, bah voilà, tiens, tel logiciel répond à mes besoins, sachant que voilà, aujourd'hui, l'offre logicielle éco-conception ben, et évaluation environnementale se développe. La question, c'est voilà, il faut vraiment prendre le logiciel qui va répondre à vos besoins et vous pouvez pas forcément prendre un logiciel pour tester, pour voir, parce que finalement, voilà, comme le disait Guillaume, bah, vous allez peut-être déjà commencer à le customiser, à investir du temps, de la compétence dedans. Vous ne pourrez pas forcément en changer tous les ans. Euh, alors là, on n'aura peut-être pas forcément besoin, mais peut-être dans le chat, si vous avez des idées de fonctionnalités nouvelles à apporter, vous pouvez nous les partager. Et la question, bah voilà, ça répond à des besoins. Aujourd'hui, quel est le coût d'EcoDesign Studio? Donc, bah, effectivement, le coût, il est sur une licence annuelle à 1 790 € par an pour un utilisateur, donc un login et mot de passe. Encore une fois, on est sur du web, donc techniquement, un login mot de passe peut être partagé par plusieurs personnes, mais vous pouvez juste pas vous connecter à plusieurs en même temps et surtout, il n'y a pas de confidentialité. Avec la possibilité de rajouter des utilisateurs supplémentaires pour 500 € par an. Et puis après, bah, en fonction des besoins, le rajout de la base EcoInvent, il faut compter à peu près 1 700 € par an supplémentaires et d'autres possibilités en fonction des besoins. Mais voilà, globalement, il faut avoir en tête 1 790 € par an, vous avez toutes les fonctions et base impact, et pour rajouter EcoInvent, il faut rajouter 1 700 €. Ok, très bien, bah voilà, donc un tarif simple à comprendre. Euh, euh, alors justement, bah, ça peut permettre de faire la transition sur bah, un rappel des cofinancements que vous pouvez solliciter auprès de l'ADEME ou de la région Grand Est sur ces différents sujets de l'éco-conception. Alors si vous êtes une TPE-PME, qu'est-ce que vous pouvez, on va dire, solliciter comme aide? Alors c'est nouveau, ça date d'avant-hier, donc vous pouvez, on va dire, pour démarrer votre démarche, activer, demander une aide auprès de l'ADEME tremplin éco-conception. On est sur un volume de jours de l'ordre de 5 000 € hors taxe de facture d'accompagnement par un consultant. Donc voilà, c'est vraiment en mode tremplin, comme son nom l'indique. Vous voulez tester, on va dire, la démarche avec un petit investissement de départ. C'est intéressant parce que le taux de prise en charge est de 80% et que la procédure pour faire la demande de cofinancement ADEME est vraiment très légère. Voilà, vous n'avez pas à constituer un dossier
décrivant en long, en large et en travers sur un an qu'est-ce que vous allez faire, c'est assez simplifié. Si voilà, par contre, vous voulez aller un cran au-dessus, vous voulez faire vraiment cette phase de diagnostic éco-conception de manière très, on va dire, très propre. Vous pouvez aujourd'hui, donc pareil, nouveauté 2023, faire un diag éco-conception, donc un cofinancement ADEME opéré par BPI France. Et donc là, vous êtes sur 18 jours d'accompagnement par un consultant sur 6 à 8 mois, avec un taux de prise en charge de 70 à 65%. Sinon, vous pouvez être plus ambitieux et partir directement sur je veux faire un diagnostic et une mise en œuvre, donc vraiment les deux. Et donc là, on est plutôt sur un pas de temps sur 12 mois, un an. Hein. C'est vrai que l'éco-conception, c'est une démarche de fond. Donc là, vous pouvez solliciter l'ADEME pour un cofinancement études éco-conception. Là, la petite particularité, c'est que là, vous pouvez également demander du cofinancement sur du temps homme interne. Et là, du coup, bah, l'investissement dans un logiciel, en tout cas voilà, dans un logiciel d'éco-conception, bah, rentre dans le budget que vous proposez à l'ADEME pour une demande de cofinancement. Donc l'étude éco-conception, ça c'est ces trois éléments-là, c'est de l'individuel. Et puis bah, particularité en grand test, vous avez des formats d'opération collective. Donc en éco-conception, c'est making durable. C'est de l'accompagnement collectif et individuel. Donc voilà, et ça vous permet, bah, voilà, sur 14 mois, d'avoir un accompagnement sur 16 jours d'accompagnement. Voilà, avec du coup bah, des taux. Alors là, j'ai affiché les taux de prise en charge en tenant compte du fait que vous avez du cofinancement sur du temps homme interne. Et donc ça permet d'avoir un cofinancement ADEME encore plus important. Grande entreprise, moins de choix, mais vraiment des solutions très intéressantes. Pour du premier accompagnement, là c'est plutôt au niveau de la région Grand Est que vous pouvez échanger. Ensuite, c'est études d'éco-conception ADEME, et puis bah, pareil, making durable, également disponible pour les grandes entreprises. Alors justement sur l'éco-conception, bah, making durable, voilà, ça c'est pour vous rappeler que ce parcours d'accompagnement, on va dire, est donc proposé par la CCI avec l'ADEME et la région, fonctionne bien, parce que donc là, du coup, cette année, on est sur donc la promotion 2023, donc avec 10 nouvelles entreprises. Et justement, bah, nous, on a fait le choix de proposer aux entreprises d'utiliser Eco-Design Studio pour ce lancement de l'éco-conception dans ces entreprises. Donc voilà, donc du coup, dans le questionnaire de satisfaction, bah, on vous posera la question, est-ce que ça vous intéresse en particulier de suivre un parcours d'accompagnement collectif, making durable, si on est amené à le reproposer en 2024. Parcours d'accompagnement collectif, on a également des parcours d'accompagnement collectif sur les achats durables. Alors en effet, on n'est plus sur l'éco-conception, mais là c'est pour vous alerter. Quand vous avez une démarche d'environnement, bah, vous pouvez vous dire, bah, tiens, les achats durables, ça peut être aussi un axe à développer. Et là, si ça vous intéresse, vous pouvez candidater maintenant jusqu'au 31 mars pour bah, rejoindre ce parcours d'accompagnement sur les achats durables. Alors les achats durables, qu'est-ce que c'est? Bah, finalement, c'est challenger ses fournisseurs pour acheter finalement des produits ou des services éco-conçus. Voilà, on retrouve toujours tout est dans tout. En tout cas, voilà, bah, en tout cas, merci pour votre participation. On peut se retrouver pour les prochains événements webinaires. Et donc le prochain, donc ce sera le 16 mars. Et là, justement, on vous proposera d'avoir le témoignage d'entreprises qui ont fait Making Durable en 2022, avec voilà, des présentations vidéo qui seront présentées en avant-première, et puis des témoignages des entreprises. Et voilà, donc en tout cas, on vous renverra le programme. En tout cas, le programme est disponible sur le site de la CCI Grand Est. Et en tout cas, voilà, on vous remercie pour votre participation. Voilà, n'hésitez pas à bien nous donner votre feedback grâce au questionnaire de satisfaction et de besoin qui va s'afficher juste après. Et dans les différentes questions par rapport à ce sujet de l'éco-conception, on vous pose la question également, c'est est-ce que ça vous intéresse de tester une version d'essai gratuite d'Eco-Design Studio. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, dites-le nous, et puis bah du coup Altermaker reviendra vers vous avec bah, tout ce qu'il faut pour tester en vrai le logiciel. Voilà, donc il est 10h11, on a un petit peu dépassé.
mais voilà, on avait beaucoup de choses à vous présenter ce matin. Voilà, Guillaume, est-ce que tu veux ajouter un dernier mot? Non, non, tu as très, très bien conclu. Merci pour l'organisation de ce webinaire et puis Mmh. avec plaisir pour échanger avec ceux qui le souhaitent dans Ouais, un second temps. très bien. Eh ben, du coup, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très bientôt sur l'éco-conception. Merci, à bientôt. Au revoir.